Alors, bonjour, bon après-midi tout le monde. Je suis extrêmement heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, je vais, comme le titre de ma présentation l'indique, vous parler de quelques notions sur la pratique de la généalogie. Principalement, je vais parler des aspects de ma recherche qui portent sur les concepts et la théorie de la pratique de la généalogie en Amérique du Nord, le praxis, le praxis de la pratique de la généalogie, les méthodes, les tenants et avenants. Je vais laisser ça à mon collègue, M. Tépanier. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler donc de mes recherches, mais de mes recherches mises à jour. Comme Martin Paquette vient de l'indiquer, mon livre a été envoyé chez l'éditeur en 2005 et sorti en 2006, ce qui veut dire que mes recherches ont, les conclusions ont 10 ans maintenant et énormément de choses se sont passées dans le domaine de la généalogie en Amérique du Nord qui ont affecté non seulement la pratique, mais les concepts qui sont utilisés en généalogie depuis ce temps-là. Et donc, je vais mettre à jour pour vous mes recherches cet après-midi. Ce qui est très intéressant par rapport à ma recherche, c'est que ma recherche sur les généalogistes, qui a donné le livre « Se créer des ancêtres », a commencé en 1993 dans le cadre du séminaire de la Céphane, à l'époque avec M. Mathieu. Et le séminaire s'intitulait « La mémoire dans la culture ». Je pense que c'est le 2e ou le 3e séminaire de la Céphane à l'époque. Et M. Mathieu m'a très bien indiqué à quel point l'anthropologie historique plus largement et l'étude de la généalogie était un matériel riche. Et donc, le travail que j'ai fait dans le cadre de mon étude, c'est le cœur qui a mené à Se créer des ancêtres. J'ai travaillé sur ce livre-ci, le livre de la famille de Geoffrey Forêt et Alexina Galland des Îles-de-la-Madeleine, qui a été écrit par Laurence Forêt-Simard. Et j'ai interviewé des membres de cette famille-là, principalement les cousins. Il y en avait 54 à l'époque, il y en a 53 maintenant. Et j'en ai interviewé à peu près une dizaine de ces gens-là et j'ai étudié comment on se souvenait des ancêtres et quelle était leur relation par rapport à ce livre-là, qui est un livre de généalogie et d'histoire familiale. De là est venu le reste de ma recherche et je me suis rendue en 2006 avec Se créer des ancêtres. Donc, aujourd'hui, je vous parle de ce que le séminaire de la Céphane en 93 a abouti. Alors, la première chose que j'aimerais avec laquelle j'aimerais vous entretenir, c'est pourquoi on fait de la généalogie. Ça sert à quoi? On le sait depuis au minimum les années 60 et surtout depuis la fin des années 70, la généalogie a eu une recrudescence dans la société nord-américaine. Tout le monde fait de la généalogie. Au Québec, c'est extrêmement facile de faire la généalogie. Il y a des bases de données très élaborées qui permettent de faire une généalogie agnatique, c'est-à-dire de père en fils, en un après-midi. Donc, on a comme une rétromanie, si vous voulez, une manie pour les ancêtres, une manie pour le passé qui se manifeste, entre autres, par la généalogie. Donc, lorsque j'ai fait ma recherche qui a mené à Se créer les ancêtres, j'ai interrogé des généalogistes. Je suis allée voir toutes les études, tous les textes, toutes les manifestations généalogiques que les descendants de Jessé et Gérard de Forêt, les vrais et les faux descendants de Jessé et Gérard de Forêt, ont écrit depuis 1860 à peu près jusqu'en 1999. J'ai fait donc une étude verticale. J'ai regardé l'évolution de la généalogie chez les descendants, les vrais et les faux, de ces deux bonhommes-là qui ont vécu à la fin du 16e siècle. Et j'ai regardé pourquoi tous ces bonhommes-là, parce que c'était presque tous des hommes, ont fait de la généalogie. Ça veut dire, bien sûr, que j'ai découvert plein de choses dont on n'avait jamais, à propos desquelles on n'avait jamais écrit, parce que finalement, il y avait très peu, en 2006, très peu d'études sur la généalogie en Amérique du Nord, sauf quelques-unes pour les États-Unis, et il y en avait quand même beaucoup pour la France, mais pour l'Amérique du Nord francophone, il n'y en avait essentiellement pas. Et donc, j'ai découvert plein de choses, mais en même temps, il y a énormément de limites.
à cause de la manière dont j'ai fait mon étude. Mon corpus s'arrête en 1999. Alors, tout ce qui se passe depuis 2000, je ne l'ai pas vu. Mon livre a 10 ans, donc bien sûr. Et puis ensuite, comme c'est une étude verticale, la variation horizontale, c'est-à-dire toutes les choses qui se passent chez d'autres généalogistes en même temps que les généalogistes que j'ai étudiés, mais cette variation-là, je ne l'ai pas vue non plus. Donc, il y a des avantages et des désavantages à ce que j'ai fait. Et donc, aujourd'hui, je vais tenter de compenser pour les limites de ma recherche en vous parlant. Commençons par définir nos concepts. C'est quoi de la généalogie? Ça a l'air de rien, mais il faut se poser la question. Donc, à la base, la généalogie est une suite d'ancêtres qui établit une filiation entre les ancêtres, l'une à la suite de l'autre. Alors, à la base, c'est ça. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que la généalogie, c'est un système de compute. On compile les ancêtres, un à la suite de l'autre, et on établit où ils sont dans cette suite. C'est presque mathématique, la généalogie, sous cette définition-là. Le but est d'établir une filiation. Qui est né de qui? Donc, c'est une forme aussi de classification. Plus largement, la généalogie est la science qui a pour objet les filiations. Je suis désolée. Donc, la recherche de ces filiations dans les traces laissées par le passé, peu importe la forme, principalement les traces administratives. Donc, lorsqu'on parle de généalogie, presque toujours, on réfère d'abord à cette recherche-là, la science. Cependant, on parle aussi souvent de, ben voici ma généalogie, mais on parle des produits de la recherche des filiations. Donc, c'est à la fois la science et le produit de cette science. Et les produits de la recherche sur les filiations prend plusieurs formes, que je regroupe grosso modo sous 4 catégories. Alors, il y a d'abord les produits graphiques, et c'est ça qui vient le plus facilement à l'esprit. Donc, de simples lignées de père en fils, ou littéralement des arbres généalogiques, je vais revenir sur cette métaphore-là dans quelques minutes, ou des éventails, ça c'est la manière la plus moderne qu'on fait maintenant, qui permet d'avoir tous les ancêtres d'une seule personne, que ce soit des ancêtres masculins ou féminins, que ce soit des ancêtres agnatiques, c'est-à-dire du côté des pères, ou cognatiques du côté des mères. Il y a aussi 3 autres formes qui ne sont pas graphiques, mais qui sont quand même transcrites, les fiches de famille, parce que chaque couple et leurs enfants peuvent être répertoriés sur une fiche ou une page. Ensuite, bien sûr, les biographies d'ancêtres. Et finalement, ce qui devient de plus en plus commun, les histoires de famille, qui regroupent en fait tous les autres produits de la généalogie sous forme de lignées, sous forme de représentations graphiques, de biographies et d'anecdotes, comme ceci. Les histoires de famille, les histoires familiales, sont souvent celles qui sont, pour un anthropologue, un folkloriste ou un historien de la culture, les plus intéressantes, parce que ce sont celles qui contiennent le plus de textes. Donc, c'est ceux-là qui ont le plus de jus. Alors, autour de tout ceci, il y a l'idée de la famille. La famille est représentée de manière différente. Ce que veut dire le terme famille diffère un peu, dépendant du type de généalogie qu'on fait, dépendant de la personne qui parle, dépendant du généalogiste. Mais on implique toujours l'idée de filiation, qui est père de qui est mère de qui. On traite des ancêtres et on traite des racines. Je vais parler de ces 3 termes-là dans les prochaines minutes. Les familles en généalogie sont imaginées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez comme il y a des communautés imaginées
selon Benedict Anderson. C'est-à-dire que ce sont des groupements de personnes qui sont regroupées parce qu'ils se reconnaissent mutuellement comme étant membres du même groupe. Les familles généalogiques, peu importe la structure qui est imaginée, est aussi un groupe qui se reconnaît en tant que groupe mutuellement. Et ils ont des configurations variables dépendant du contexte. Je vais vous parler de ces configurations. Alors, une famille en généalogie peut être, j'avais appelé ça autrement dans mon livre, mais je préfère maintenant dire une nucléaire plus, c'est-à-dire un groupe familial qui sont tous les descendants d'un couple de grands-parents, des fois d'arrière-grands-parents, mais généralement de grands-parents. Alors, ce groupe-là est souvent le groupe à partir duquel une recherche de généalogie va commencer. On cherche à trouver les ancêtres de grand-papa et de grand-maman. Et les descendants, la famille, c'est finalement le groupe de cousins. Dans le cas des forêts, il y en avait 54. Alors, on parle d'un groupe très important. C'est sûr, une majorité de Québécois aujourd'hui a 2, 3, 4, 5 cousins maximum. C'est un groupe plus restreint, mais c'est quand même à partir de ce groupe-là, ce nucléaire plus, que l'on part une généalogie. La deuxième, bien sûr, la famille, c'est la lignée. Donc, tous les porteurs du nom, dans une suite de père en fils, d'un ancêtre fondateur, par exemple, le plus souvent le premier arrivé en Amérique, la suite de pères jusqu'au généalogiste, qui est souvent, on l'appelle le égo. Donc, égo de l'ancêtre fondateur jusqu'à égo, la suite de pères qui porte le nom un à la suite de l'autre. Donc, cette lignée-là, à la base, et c'est souvent d'ailleurs ce que la plupart des généalogistes, lorsqu'ils s'assoient aux archives, au CASO, puis qu'ils commencent à faire leur généalogie, c'est celle-là qu'ils vont faire en premier. Et porter le nom devient extrêmement important parce que c'est comme ça qu'on trouve les bons ancêtres. On suit le nom. Et bien sûr, il y a la famille souche. Vous avez entendu parler des familles souches. Il y a quelques centaines d'associations de familles souches, de familles d'origine francophone en Amérique du Nord, principalement au Québec, en Acadie et en Louisiane. Il y en a, et je dis quelques centaines, j'exagère même pas. Les forêts d'Amérique en sont une, mais il y en a pour tout le monde. Il y a les Carons d'Amérique qui ont eu leur congrès à Chicoutimi il y a quelques semaines, et ainsi de suite. Donc, ces familles souches regroupent tous les descendants d'un ancêtre fondateur, tous les porteurs du nom. Donc, toutes les lignées en parallèle. Et l'idée est que si l'on porte le nom, on peut faire partie de la famille souche. Et là viennent toutes les choses intéressantes. Quelle variation de la graphie du nom de famille permet d'être encore membre, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui arrive lorsque c'est deux frères? Donc, est-ce qu'il faut deux associations ou une association de famille souche? Lorsqu'il y a des... Par exemple, les Carons, il y a eu 3 ancêtres Carons différents. Donc, est-ce que c'est... Là, ils ont dû prendre une décision exécutoire disant que oui, tous les Carons peuvent être membres, même si on préfère ceux qui descendent de Robert Caron, mais bon... c'est assez intéressant comme politique, mais justement, ce sont des choix politiques. Il y a des questions de pouvoir qui viennent là-dedans. Et les familles souches ne sont pas des créations innocentes, ce sont clairement des familles imaginées. Il y a des associations commerciales qui sont formées parce que il s'appelle Caron, fait qu'il est correct. Il y a une parenté imaginée qui vient parce qu'on porte le même nom, alors que génétiquement, il n'y a à peu près aucun gène en commun. Je vais revenir là-dessus tantôt. Je veux dire, lorsque le seul ancêtre qu'on a en commun, c'est le 9e ancêtre au-dessus de nous, on n'est pas génétiquement apparenté, mais on est apparenté quand même. Clairement, il y a cet imaginaire de la parenté qui vient avec la famille souche. Donc, les 3 définitions de la famille découlent du système généalogique en Occident. Il y a plein d'autres manières de faire la généalogie dans le monde. Nous, on est habitués à un système de généalogie patrilinéaire et patriarcal qui remonte à l'Empire romain et qui est lié
à la nécessité de déterminer qui hérite des titres et du nom et de la place en société, lequel fils va hériter de ces places-là du père. Alors, il y a une nécessité de prouver la filiation par le père légalement pour pouvoir hériter. Et donc, c'est de là que vient notre imaginaire généalogique. Ici, vous avez tous les descendants, en bas, tous les descendants de Michel de Forêt que j'ai analysés par leurs écrits. J'en avais d'autres, un autre. Et on voit que ce sont des lignées de père en père jusqu'à temps qu'on arrive à quelques femmes qui ont écrit aussi. Ce type de généalogie-là est typiquement occidental. Lorsqu'on vient à la famille Souche, au Québec, on voit donc exactement ça. Toutes ces personnes-là que l'on voit à l'écran sont des porteurs de noms de la famille Forêt, qui ici se sont réunis à Percé en 2012, je crois, mais ils ont des réunions annuelles. Et ils sont... La seule raison pourquoi ces gens-là s'associent, c'est qu'ils sont porteurs de noms, parce qu'ils descendent de cette manière-là du même ancêtre, Michel de Forêt. De Rome, l'emploi de la généalogie a bien sûr continué. On n'a pas arrêté de faire de la généalogie, bien au contraire. Au Moyen Âge et pendant la Renaissance, il y a deux types de généalogie que l'on voit. Il y a d'abord une généalogie du Christ qui est reprise constamment, qui vient directement de la Bible, car il y a des généalogies de David et du Christ qui reviennent à plusieurs reprises dans les deux testaments. Et il y a aussi, et c'est là qui est intéressant, la métaphore de l'arbre qui apparaît pour la première fois dans la Bible avec l'arbre de Jessé. Jessé que l'on voit en bas des deux illustrations ici. Je suis désolée que là, c'est difficile à voir. Jessé rêve de l'ascendance du Christ. Il rêve que lui-même descend de la même famille que celle du Christ. Il ne descend pas du Christ, mais bien de la même famille du Christ. Et il voit l'arbre de son ascendance lui sortir du ventre dans son rêve. Et l'ascendance du Christ qui lui apparaît dans toutes les branches de l'arbre au-dessus de lui. Cette métaphore de l'arbre est employée constamment dans les généalogies au Moyen Âge et on fait des généalogies de familles nobles en reprenant l'image de l'arbre de Jessé, d'où l'arbre généalogique que nous avons aujourd'hui. Pendant la Renaissance, la généalogie, la science généalogique devient extrêmement importante parce que l'on essaie, les familles nobles tentent de consolider leurs avoirs, leurs héritages par mariage, essaient de, par exemple, justifier leur ascendance à un trône quelconque. Et donc, nous avons, au Moyen Âge et à la Renaissance, des généalogistes professionnels qui ont pour seul but de prouver par exemple, la légitimité de l'accès au trône de telle famille ou de telle autre, comme par exemple la généalogie que vous voyez très mal, je suis désolée, elle est très sombre, mais la généalogie de droite, qui est justement une généalogie prouvant la légitimité de candidats au trône d'Espagne pendant la Renaissance. La généalogie au 19e siècle se démocratise un peu. C'est-à-dire que de la noblesse, elle passe principalement aux classes sociales aisées. Et à la fin du 19e siècle, maintenant, tous ceux qui sont de classe moyenne ont enfin accès à faire de la généalogie. En France, on voit donc des généalogies de personnes bourgeoises à droite et de personnes nobles à gauche, qui, encore une fois, emploient la métaphore de l'arbre pour montrer leur ascendance et aussi leur lien filial avec d'autres familles pour consolider des alliances commerciales ou des alliances maritales. Et c'est aux États-Unis, on voit ce même type de généalogie aussi. Au Québec et en Acadie, les choses ont une petite tournure différente. Au Québec et en Acadie, on fait la généalogie au 19e siècle pour deux raisons principales. Au Québec, Monseigneur Cyprien Tanguay et l'Institut Drouin publient
des ressources généalogiques, principalement pour prévenir les mariages consanguins qui, au Québec, sont assez communs du fait que nous descendons d'à peu près 900 personnes, 900 couples au Québec. Donc, il faut prévenir les consanguinités. Il y a des restrictions très complexes sur les mariages consanguins selon le droit canon catholique. Et donc, il est important pour les personnes de pouvoir, au minimum, savoir comment on est apparenté avec notre fiancé, de manière à avoir les exemptions nécessaires. Donc, l'Institut Drouin et Cyprien Tanguay ajoutent la prétention généalogique de vouloir avoir des ancêtres intéressants, j'y reviens, avec la volonté de clarifier les consanguinités. Placide Godet, qui est acadien, archiviste national pendant un certain temps à Ottawa, a aussi comme objectif de prévenir la consanguinité, mais l'objectif principal, de reconstruire l'Acadie ancienne, de retracer les Acadiens d'avant la déportation en reconstituant les archives par la généalogie. Donc, il y a aussi, dans le cas clairement de Placide Godet, une volonté de reconstitution nationale en retraçant tous les Acadiens de l'an premier, c'est-à-dire du passé, par la généalogie. Ce qui nous mène au milieu du 20e siècle, au Québec et en Acadie. J'ai mentionné qu'il y a une rétromanie depuis au minimum les années 60 et principalement depuis la fin des années 70. En Amérique du Nord, l'élément déclencheur pour la mode pour la généalogie est généralement attribué à la série Roots, la série télévisée Roots, la série Racine, adaptée de romans semi-biographiques d'Alex Haley. La série en anglais a passé Roots en 1977 et en 1979 en français au Québec. Et ça a été le catalyseur qui a mené à une expansion de la généalogie, bien que la généalogie était déjà bien importante, mais il y a eu comme ce petit boost qui a fait que partout en Amérique du Nord, dont le Québec, la volonté de faire sa généalogie a été un peu plus renforcée. Donc, on peut se poser la question, pourquoi on fait de la généalogie? Quelle est la fonction culturelle de la généalogie au Québec et en Acadie? Ce n'est pas une question très simple. Et ma recherche a vraiment focusé là-dessus. Je ne voulais pas déterminer si les forêts avaient tort ou avaient raison, c'était quoi les erreurs qu'ils faisaient. Moi, je voulais savoir, s'ils font des erreurs, pourquoi qu'ils les font? Qu'est-ce qui fait qu'ils se trompent aux endroits où ils se trompent? Et pourquoi choisissent-ils de continuer à se tromper, même quand on leur montre qu'ils ont tort, par exemple, ce qui s'est arrivé? Et donc, revenir à l'idée que la généalogie, culturellement, sociétalement, a une fonction au Québec, en Acadie. Et donc, c'est quoi? On élucide quoi? Ma conclusion est qu'il faut comprendre la généalogie comme un projet. C'est-à-dire que, puisque c'est à la fois une suite de filiation, une recherche de cette filiation et les produits, c'est-à-dire qu'il y a les trois composantes d'un projet. On pense à quelque chose, on le recherche, puis on aboutit. Donc, pensons à la généalogie comme un projet. Et donc, on peut qualifier ce projet. C'est d'abord, bien sûr, un projet identitaire. Je ne vous apprends rien ici. C'est une recherche d'abord du généalogiste, ego. C'est une recherche sur soi. Le généalogiste demande « Qui suis-je » d'abord. Donc, l'identité individuelle de ce généalogiste-là qui se retourne vers le passé pour essayer de déterminer ce qui le compose. Ça lui permet aussi au généalogiste de dire « Je suis là ». C'est-à-dire que dans la panoplie de ses ancêtres, le généalogiste peut dire « Je suis ici ». Dans le continuum spatio-temporel, des migrations multiples, les Acadiens encore plus que les francophones au Québec, on peut se situer à cet endroit-là. Je suis ici parce que mes ancêtres ont abouti ici. C'est donc une recherche de racines. Où est-ce que je me suis planté? Où est-ce que mes ancêtres se sont plantés dans le sol? Il y a l'idée de l'enracinement dans un endroit
Et la métaphore de la racine, la métaphore de la souche devient très, très importante. Ce qui, bien sûr, mène au problème des adoptés. Moi, dans ma recherche, j'en en parle presque pas parce que les quelques adoptés qu'il y a n'ont pas été très présents dans l'histoire familiale. Il y en a des adoptés, mais on n'en parlait pas dans l'histoire familiale. On les occultait. Mais les adoptés eux-mêmes qui font une généalogie, eux, doivent faire face au problème du fait que leurs racines ne sont pas celles que de leurs parents, mais en même temps oui, mais en même temps non. Et donc, il y a cette ambivalence et ce paradoxe de la racine qui n'en est pas une chez les adoptés, qui doivent être... et c'est chaque adopté qui, personnellement, doivent arriver à une réponse. Il n'y a pas une seule réponse pour l'enracinement des adoptés. La souche devient une métaphore importante pour les familles. On parle de famille souche, c'est pas pour rien, parce que c'est l'idée que c'est le tronc central, la base, le cœur central, la motte dans la terre de l'enracinement, autour duquel tous les membres de la famille grandissent. Le tronc et les branches. Donc, la souche et la racine sont au cœur de la métaphore de la généalogie en ce sens-là. Il y a, dans la recherche identitaire, une recherche de héros. On veut avoir des ancêtres intéressants. Quand on fait sa généalogie, on n'espère pas avoir un petit fermier qui n'a rien fait dans sa vie, qui a donné sa terre à son premier fils, qui n'a rien fait dans sa vie sauf faire pousser de la roche, et ainsi de suite. C'est pas intéressant, ce type d'ancêtre. Donc, même si on n'en trouve pas, on aimerait en avoir des ancêtres intéressants. On cherche des ancêtres à éoriser. Ce qui veut dire que dans certains cas, et ce n'est pas automatique, mais dans certains cas, il va y avoir de la fabulation. On va se tromper d'ancêtre. On va préférer un ancêtre plus intéressant à notre vrai ancêtre. C'est jamais mesquin, c'est jamais voulu, c'est jamais... C'est pour ça que j'appelle ça une affabulation. On veut tellement avoir des ancêtres intéressants qu'on se trompe parce qu'on n'est pas capable de penser autrement. C'est jamais un mensonge. Okay? C'est ça qui est important. Les généalogistes qui, par exemple comme les Forêts, qui doivent admettre qu'ils ne descendent pas de Jessé de Forêt, mais plutôt de Michel, qui était un fermier bien ordinaire, il y a une restructuration de l'histoire familiale qui doit se faire parce que le héros qu'on avait, mais il n'est plus là. Et donc, il y a une résistance à changer de héros, à changer de fondateur dans ce cas-là. Mais on cherche toujours l'anecdote intéressante malgré tout. On veut des exemplaires. Un exemplaire, c'est un modèle à suivre. C'est un ancêtre qui, dans le fond, ressemble à Ego un peu. On aspire à devenir de plus en plus comme lui, elle, parfois, mais surtout lui. Ce sont des ancêtres à qui on veut se comparer favorablement et c'est des ancêtres à qui on veut que nos enfants aspirent à ressembler. Donc, ces exemplaires-là sont souvent ceux que l'on cherche. Jessé de Forêt, pour les Forêts, qui a contribué à la fondation de la Nouvelle-Amsterdam qui devient New York, était un de ces exemplaires. Et ça a été très douloureux collectivement pour la famille Souche d'abandonner Jessé. Et mon livre a contribué à cette douleur, j'avoue, mais bon, effectivement, ça a été un très long processus qui a pris presque 6 ans pour faire la transition entre penser qu'on descend de Jessé et accepter qu'on descend de Michel à la place. C'est que les exemplaires, les héros, font partie de mythes des origines. Chercher une généalogie, c'est aussi se créer un mythe des origines. Lorsque je dis mythe, je ne veux pas dire des faussetés. Je parle d'histoire qui permet de se situer culturellement dans le temps et dans l'espace. Je viens de là. Nous venons de là. Nous sommes comme ça, nous, les Forêts, par exemple. La généalogie est donc un processus de mythopoétique, c'est-à-dire, selon Roland Barthes, on revient toujours à Barthes, selon Roland Barthes, donc le processus de création, d'écriture du mythe des origines.
l'histoire qui nous définit, l'histoire qui définit la famille souche, par exemple. Et c'est très intéressant de constater ça parce que les familles souches au Québec, en Acadie, en général, on revient donc à la Nouvelle-France, au premier ancêtre arrivé en Nouvelle-France. Et son arrivée, son établissement, le couple, le premier couple, devient le couple fondateur de ce mythe des origines. En Acadie, on tente de faire la même chose, toujours en remontant le plus loin possible dans le temps de l'Acadie de l'an premier, principalement avant, bien sûr, la déportation. Ce qui fait, c'est un écho très intéressant avec André Ruffiot, qui est un psychologue français, qui lui parle de mythopoïétique, c'est-à-dire que lui, il considère que la famille, tous les mythes reviennent à la famille. C'est les mythes, par exemple, les mythes grecs, c'est la famille de Zeus qui se chicane dans l'éternité. Il considère qu'au cœur de la famille, il y a à la naissance du mythe. Notre famille à nous est aussi, donc, le point de naissance du mythe. Et donc, c'est intéressant lorsqu'on pense de la famille souche. La famille souche existe parce que la famille souche, les membres d'une famille souche se racontent ce mythe et se reconnaissent entre eux à travers cette histoire-là de l'ancêtre commun. Donc, aux deux bouts de la création du mythe généalogique, il y a la famille. Pourquoi? Parce qu'au cœur de la généalogie, il y a la filiation, et donc au cœur de la filiation, il y a l'idée d'atavisme. C'est quoi l'atavisme? Ce sont les ensembles de traits de caractère que l'on croit ou qui sont transmis par les ascendants. Ce sont des attributs, des qualités, parfois des phénotypes, qui sont transmis d'ancêtres à descendants, de parents à enfants, au travers des générations. Les généalogistes, souvent, lorsqu'on lit les histoires de famille en particulier qui ont été écrites par les généalogistes, recherchent ces atavismes. Ce sont donc des traces des ancêtres en eux-mêmes et autour d'eux. Le caractère particulier, par exemple, la capacité en entreprise des cousins, ça viendrait des ancêtres. Le nez, les forêts étaient très obsédées par l'idée que le nez des forêts était semblable d'un descendant à l'autre. Donc, du phénotype, de l'attribut, de la qualité, une certaine moralité, bien sûr, qui viendrait des ancêtres. Il y a aussi l'idée de la noblesse, mais pas nécessairement la noblesse littérale des titres, mais une certaine noblesse d'esprit. Donc, on est tous très bons, très gentils, très merveilleux, et ça nous vient des ancêtres. C'est donc une noblesse littérale ou une noblesse symbolique. L'idée que nos ancêtres étaient comme ça, puis donc nous, collectivement, dans la famille, nous sommes comme ça aussi. Bien sûr, depuis 2005, avec le développement des recherches en génétique qui sont disponibles au grand public, avec l'accès aux études génétiques qui coûtent à peu près rien, récemment avec 21andMe et puis 23andMe et puis quelques autres compagnies comme ça, on peut faire son portrait génétique pour quelques poignées de dollars. Donc, l'atavisme est réapparu de manière littérale. On cherche nos bons ancêtres. C'est presque de l'eugénisme. Chez certaines personnes que je vois sur Internet, là, on commence à parler d'eugénisme. On est vraiment rendu très près d'être bien né, dans le sens strict de l'eugénisme. Mais en tout cas, il y a une réappropriation du trait physique et du trait génétique à cause des développements de l'accès aux études de l'ADN. Il y a bien sûr l'ADN mitochondrial, qui est celui que l'on hérite de l'ascendance féminine. Et il y a l'ADN Y, qui est celui qui est presque utilisé exclusivement maintenant par les généalogistes. Un, parce que ça coûte moins cher, et deux, parce que c'est associé au porteur du nom. C'est celui qui revient de père en père. Donc, on se cherche des bons ancêtres et on les trouve. On les trouve par la génétique. Souvent, on voit dans beaucoup de sites d'associations familiales en Amérique du Nord, de familles souches, mention de l'haplotype de la famille. Donc, il y a 15 ans, vous demanderiez à quelqu'un « c'est quoi votre haplotype ?» Ils vont répondre « pardon ».
Aujourd'hui, vous parlez à un généalogiste et puis vous dites, connaissez-vous votre haplotype? Et puis vous verrez qu'il y a peut-être 80% de la salle qui va monter, qui va lever sa main. Il y a maintenant une connaissance de ce qu'est la généalogie par l'ADN qui s'est vraiment implanté dans la population, chez les généalogistes, qui est très intéressant, et en particulier l'idée de l'haplotype encore, que l'on peut trouver par l'ADN Y, qui est associé au nom. Plusieurs sites de famille souche mentionnent que l'haplotype Y, pour eux, c'est comme leur numéro de série. Ils utilisent ce terme-là parce que c'est une série de chiffres. Je trouve ça très, très intéressant comme métaphore. Faudrait élaborer. Là, donc, il y a cette idée d'atavisme. Derrière l'idée d'atavisme, il y a aussi l'idée de l'héritage, du patrimoine. On se souvient des ancêtres parce qu'on les a identifiés. On se souvient de nos ancêtres parce qu'on les connaît, parce qu'on les a. Maintenant, on a la preuve qu'on les a dans le corps, on les a dans les gènes. Donc, il y a une appropriation par les généalogistes, non seulement du bagage historique, mais aussi du bagage strictement génétique chez les généalogistes. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est un glissement du métaphorique au littéral qui s'est fait très récemment. On se souvient donc des ancêtres, on peut se les approprier, on les identifie, et l'ego, le généalogiste, trouve ses alter-égaux dans ses ancêtres. On n'est jamais seul lorsqu'on est un généalogiste parce que tous nos ancêtres sont avec nous. Je ne sais pas si ceux qui étaient ici, qui ont vu la conférence de Patrice Groult, il vous avait parlé du fait que pour beaucoup de personnes, les institutions, en particulier les leaders d'institutions, la commémoration, c'est un petit peu un flattage d'ego. Dans ce sens-là, la généalogie peut être aussi un certain flattage d'ego, parce qu'on commémore les ancêtres auxquels on veut ressembler le plus, qu'on s'est approprié le plus, non seulement de manière métaphorique, mais maintenant de manière littérale. OK? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je parlais beaucoup du « je », puis à un moment donné, j'ai glissé, j'ai commencé à parler du « nous ». Parce que la généalogie est aussi une quête d'identité collective. On n'est jamais seul devant sa généalogie, on est avec tous ses ancêtres. C'est une recherche du collectif. On cherche tous les ancêtres derrière soi. Et on peut dire « nous ». Et lorsque les différents descendants porteurs du nom se reconnaissent entre eux comme descendants de la même personne, collectivement, ils disent « nous » aussi. Donc, c'est une recherche du groupe, c'est une recherche du porteur du nom, c'est une recherche du porteur des gènes. Il y a une collectivité des descendants qui s'entre et s'auto-reconnaissent comme étant les mêmes descendants, et ça crée une collectivité qui dit « nous ». Donc, lorsqu'un généalogiste dit « nous, on est comme ça », le généalogiste dit, bien sûr, il implique « je », mais il implique tous les autres qui se reconnaissent en lui aussi. En plus de ne pas être seul devant ses ancêtres et de ne pas être seul devant les autres descendants, on n'est pas seul devant les autres généalogistes non plus. Allez au CASO un dimanche après-midi, je ne sais pas s'il est encore ouvert le dimanche après-midi, le samedi après-midi, c'est bourré de généalogistes. On n'est jamais seul quand on est généalogiste parce qu'on peut s'aider. Ils sont ensemble en train de faire la généalogie. Donc, il y a plusieurs niveaux de collectivité lorsqu'on fait la généalogie. La généalogie est donc une recherche de mémoire, une recherche d'histoire, une recherche de mythes. La généalogie, c'est un projet historique. Lorsque j'ai publié mon livre, j'ai eu beaucoup d'historiens patentés qui sont venus me voir paniquer, me disant « Mais pourquoi dis-tu que les généalogistes sont des historiens? C'est pas vrai! Ils n'ont pas de diplôme! » Et moi, la réponse a été « Mais non, c'est parce qu'ils ne font pas de l'histoire académique, mais c'est des historiens quand même. » Non, mais c'est pas être des historiens. Oui, c'est des historiens. Qu'est-ce que c'est qu'être un historien? C'est essayer de résoudre un mystère du passé. Mais si ce mystère, c'est d'où je viens, c'est quand même un mystère du passé. Le b.a.-ba de la recherche historique, c'est d'essayer de résoudre un mystère historique, de répondre à une question sur le passé. Donc,
non seulement ça, mais un généalogiste, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit identifier ses sources, il doit établir un projet sur une longue durée. Ça ne se fait pas en un après-midi. La lignée agnatique, oui, mais après ça, non. Après ça, il faut chercher. Et puis, c'est un projet aussi qui pense au long terme. Au minimum, un généalogiste va tenter de retourner dans le passé, mettons au Québec, il va tenter de retourner au passé jusqu'au premier ancêtre qui arrive. On parle de 300 ans. Donc, dans tous les cas, peu importe comment est-ce qu'on regarde le projet généalogique, c'est le b.a.-ba du projet historique aussi. Peu importe si le généalogiste est patenté, il fait de l'histoire. Il ne fait pas le même type d'histoire qu'un généalogiste patenté. Il commettra des erreurs bien différentes que celles d'un historien patenté. Il n'a pas les techniques de vérification des sources, peut-être, et pas toujours, souvent il l'a, mais des fois, il y en a qui ne l'ont pas. Mais dans les faits, est que, à la base, une recherche généalogique, c'est une recherche historique aussi. Et au bout du compte, lorsque le projet est terminé, s'il est publié dans un livre qui est une histoire de la famille, même si ce n'est pas une histoire publiée de manière patentée par Septentrion ou Boréal ou je ne sais pas, c'est quand même une histoire. C'est un livre d'histoire. Pas de conte, d'histoire. Encore une fois, ce n'est pas patenté, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Et ça, j'ai beaucoup de collègues qui n'aiment pas quand je dis ça. Changer d'approche. La généalogie, c'est aussi, étrangement, malgré le fait que l'on fait de la généalogie depuis l'époque romaine, un projet particulièrement moderne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au cœur de l'idéologie moderne, il y a la volonté de classifier, de catégoriser, d'identifier, de situer. Bien, au cœur de la généalogie, c'est mettre de l'ordre dans ses ancêtres, les situer comme il faut, les identifier comme il faut. L'ancêtre de qui et qui, il va où, comment, on descend où. Ah, il y a eu une adoption. Ah, il y a eu... La généalogie est une entreprise d'identification et de classification. C'est une entreprise qui permet de aussi identifier les composantes de son identité. Ah, j'ai un ancêtre irlandais ici. Ah, j'ai un ancêtre acadien ici. Ah, j'ai un français. Ah, j'ai une petite américaine. Ah, oh, elle s'est faite... Elle est arrivée au Québec parce qu'elle s'est faite kidnapper par les Iroquois. Ah. Cette identification-là est aussi un processus de classification. Et au cœur de la classification, il y a la modernité. Parce qu'on identifie ces différentes identités, ça permet d'arrêter ces identités. Hein? On les stabilise parce qu'elles sont identifiées. On vit dans un monde postmoderne où les identités changent tout le temps. On oscille de « Ah, je suis une mère aujourd'hui, mais je suis une scientifique demain. » Avec le projet généalogique, on établit une certitude de l'identité, au moins dans ce domaine-là. Et devant un futur incertain, on permet aussi de stabiliser son passé. Alors, beaucoup de généalogistes, dont les Forêts, disent « Ah, j'étudie mon passé pour mieux comprendre demain, pour mieux préparer demain, pour mieux enseigner demain. » Et c'est justement parce que les généalogistes sont tournés vers un futur qu'ils ont de la difficulté à comprendre et à stabiliser et à prévoir, qu'ils stabilisent leur passé pour avoir des racines fermes, encore une fois la métaphore de la racine, à partir desquelles ils peuvent avancer de manière plus sûre. La généalogie est aussi, et ça j'en ai parlé dans mon livre, un projet genré. Le genre est extrêmement important dans la généalogie. D'autant plus que ce fut jusqu'à très récemment, jusque dans les années 80, principalement au Québec et en Acadie, une affaire d'hommes. Aux États-Unis, ça a presque toujours été une affaire de femmes, tout simplement parce que c'était les femmes qui étaient propriétaires de la Bible familiale, et donc les généalogies sont inscrites là-dedans. Mais
Au Québec, en Acadie, c'était les hommes, parce que les archives étaient dans les mains du clergé, et le clergé, ben, il faut être un homme pour être du clergé catholique. Donc, il y avait d'abord le fait que les généalogistes étaient principalement des hommes. Comme le système généalogique occidental est d'abord patrilinéaire et patriarcal, les ancêtres aussi étaient principalement des hommes, jusque dans les années 70, où on commence à s'intéresser aux lignes cognatiques. Agnatiques pour les hommes, cognatiques pour les femmes. Donc, il y a une féminisation des ancêtres jusqu'à un certain point, et il y a eu une féminisation des généalogistes à partir des années 80, où c'était les femmes qui ont investi le secteur de la généalogie au Québec et en Acadie. Ceci dit, depuis 2005, il y a une espèce de drôle de revirement en raison de l'ADN-Y, qui est, encore une fois, l'ADN qui est utilisé le plus en généalogie. L'ADN mitochondrial est celui qui remonte le plus loin dans le temps. La plupart des humains, on est capable de remonter à 2-3 millions d'années. Cependant, on ne peut pas savoir à quoi et à qui vraiment est associé cet ADN-là, alors que l'ADN-Y, super facile à associer au nom de famille. Alors, il y a étrangement, avec l'apparition de l'ADN dans la recherche généalogique, un léger recentrement vers les lignées agnatiques qui avait commencé à se défaire dans les années 80. Je ne sais pas où ça va arriver, ça va venir. Je ne le sais pas. Mais il semble qu'il y a un léger recentrement vers l'homme en ce moment. Donc, il y a eu une féminisation, mais il y a peut-être une remasculinisation. Je ne le sais pas. Une des choses que je n'ai tout simplement pas vues dans mes recherches, pas parce que ce n'était pas là, mais parce que je ne le voyais pas, je n'étais pas outillée pour le voir, c'est le fait que la généalogie est aussi un projet racialisé. En 2005, désolée, je n'étais pas capable de le voir. Je voyais bien que tous mes auteurs étaient blancs. Je voyais bien que certains de mes auteurs avaient la race dans leurs préoccupations, mais je ne me suis jamais rendu compte que la blancheur des ancêtres, même chez les Acadiens et les Québécois, était très importante. Et bon, je me rends compte maintenant que j'ai eu tort. J'aurais dû parler de ça aussi. Parce que, effectivement, au Québec, en Acadie, on a des ancêtres essentiellement toujours blancs. Et lorsque on a des ancêtres amérindiens, ce qui arrive beaucoup moins souvent qu'on le pense, ou lorsqu'on a des ancêtres noirs, ce qui arrive plus souvent qu'on pense, c'est la surprise, où il y a une rupture, où il y a une difficulté d'intégration, où on l'occulte, où on ne sait pas comment en parler. Mais c'est un facteur. La présomption est qu'on a des ancêtres blancs en Acadie et au Québec. Donc, il y a un phénomène intéressant qui se passe, surtout depuis 2005, avec l'utilisation de l'ADN-Y, c'est que, alors qu'avant, dans les années 80-90, on avait des gens qui aspiraient, par exemple des Québécois qui aspiraient à être acadiens, à avoir des ancêtres acadiens, ils se redécouvraient acadiens en découvrant des ancêtres acadiens. Ce qu'on a maintenant, c'est des Acadiens ou des Québécois qui veulent être métis. Parce qu'ils découvrent qu'ils descendent plus qu'ils ne le croyaient d'ancêtres amérindiens. Mais culturellement, ils ne sont pas là. Hein, zéro. Ils ont rien. Ils sont des Blancs Québécois pur laine, culturellement. Mais ils veulent être métis parce qu'ils découvrent qu'il y a 6, 7, 8 générations, ils avaient des Algonquins, des Abénaquis ou des Mi'kmaq. Et donc, ça pose un grave problème pour, d'abord, les de vrais métis culturellement au Québec, en Acadie, qui, eux, ont toute la misère du monde à se faire reconnaître et qui se font systématiquement... légalement, ils sont opprimés. On va être franc. Et donc, qui se sentent comme ils se font usurper leur identité par des blancs becs, littéralement, qui veulent devenir métis. Et puis, en même temps, tu as l'idée que, encore une fois, avoir des ancêtres intéressants, c'est plus intéressant d'avoir des ancêtres amérindiens que d'avoir des ancêtres acadiens ou d'avoir des petits ancêtres québécois, français, qui, tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, c'est labourer leurs champs. C'est bien plus intéressant d'avoir des Amérindiens. Donc, il y a toutes des questions d'appropriation, d'usurpation, de mésentente
qui viennent du fait qu'il faut penser à la racialisation de la généalogie et qu'il faudrait réfléchir là-dessus. Je commence seulement à réfléchir là-dessus. Je n'ai pas de réponse. Mais c'est très intéressant parce que lorsqu'il y a quelqu'un, par exemple, qui descend vraiment d'Amérindiens, qu'il y a vraiment très peu longtemps, et qu'il y a eu une volonté d'assimilation de cet ancêtre-là, comment réapproprier sa qualité d'Amérindien, étant donné que c'est clairement c'est une raison de colonisation qui a fait que cette personne-là est blanche maintenant. Comment est-ce qu'on compare ce cas-là avec des gens qui ont découvert qu'ils descendent des Galants, donc qui descendent de Galants-Diaché, donc qui descendent de 7 femmes suriquoises, et donc qui veulent devenir métisses à cause de la première femme qui a épousé Haché-Digalan en 1671. Il y a, encore une fois, question d'usurpation, question d'assimilation, question de colonisation, et toutes ces choses-là doivent être dépêtrées. Je n'ai pas la réponse encore, parce que ça vient d'émerger. Ce sont des choses qui émergent depuis seulement 10 ans. Alors, je vous laisse sur des questionnements. Je vous laisse sur l'idée que la généalogie, c'est s'identifier soi, c'est s'identifier entre nous, mais que c'est aussi se délimiter qui est nous, qui est soi. Et la délimitation, ce phénomène-là, en ce moment, est en changement et je ne peux pas vous apporter de réponse. François Vell, lui aussi, ne vous apporte pas de réponse dans son texte parce qu'il n'y a juste pas encore assez de temps qui s'est découlé pour savoir où est-ce que ça nous mène. Mais, dans le fond, faites donc de la généalogie, c'est le fun.